Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Journaliste, vous avez connu le monde politique et sa comédie humaine. Le comédien que vous êtes devenu l'évoque sur scène à travers le chanoine Kir, qui a donné son nom à un apéritif. Nous allons donc boire vos paroles à la santé de Sud Radio et de nos nouveaux studios. Bonjour Pierre Douglas. Bonjour Jacques Pessis. Eh ben, c'est vrai qu'on a changé de décor. Ceux qui nous suivent sur YouTube vont s'en apercevoir. Mais nous sommes toujours là et avec vous pour évoquer ce spectacle sur le chanoine Kir au Lausanne, dont on va parler tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, et vous le connaissez bien, oui, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Alors, on a déjà beaucoup parlé de vous, mais j'ai quand même trouvé pas mal de choses inédites sur vous. Ah bah ça alors. Par exemple, le 22 avril 1966, eh bien, c'est votre première interview télé d'une personnalité, celle-ci. Pour avoir des armes, j'ai toujours eu le sentiment qu'écrire trop vite, c'était écrire en vain. Hervé Bazin, car c'est la première fois à la télévision que vous interviewez quelqu'un à Limoges. Il vient de publier Plumont l'oiseau. Vous en souvenez ? Le souvenir est un petit peu nébuleux, mais effectivement, ça fut une des toutes premières interviews que j'ai faites. Je venais d'être engagé à France 3 Limoges et on travaillait à la fois pour la station régionale et pour la radio. Et donc j'ai rencontré Hervé Bazin qui nous a après énormément choqué et passionné avec Folcoche. Exactement. Là, le livre, c'était Plumont l'oiseau, un projet de réforme de l'orthographe qui est toujours d'actualité. Oh là là, il y aurait du travail aujourd'hui. 60 ans après, c'est quand même extraordinaire. On ne parlait pas de l'écriture inclusive à cette époque-là, mais on s'inquiétait déjà pour la langue française avec Hervé Bazin. Ben, on n'avait pas tort, puisque de toute façon, les choses ont évolué d'une façon négative, à mon humble avis, en ce qui concerne l'orthographe, puisque moi, à mon époque, quand j'allais au lycée dans les années 50, on faisait 5 fautes dans une dictée, on avait 0. Aujourd'hui, si vous mettez 0 à quelqu'un qui fait 5 fautes, tout le monde a 0. Exactement. Et ça se termine mal pour le professeur, parfois, hélas. Oui. Et ça, c'est plus tragique. Alors, il faut savoir que Hervé Bazin, à l'époque, il est membre de l'Académie Goncourt, il n'est pas encore président, et il a réussi une performance, il est devenu papa à 80 ans, c'est-à-dire qu'en naissant, son fils était déjà grand-oncle. Ça donne plein d'espoir. Exactement. Alors, il se trouve aussi que quand je dis que c'est la première fois que vous interviewez une personnalité à la télévision, c'est que les reportages de France 3 à l'époque, c'était des choses très locales. Oui, c'était très très local. Moi, j'étais donc à France 3 Limoges et on couvrait la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Et je me suis très vite intéressé à la politique en tant qu'observateur et après en tant qu'humoriste parce que je n'ai pas voulu y toucher au point de vue professionnel, mais j'ai voulu m'intéresser à voir le comportement des hommes politiques. Et l'une des premières personnalités que j'ai interviewées, eh bien, c'est Jacques Chirac, puisque en 67, il y a eu des élections législatives en France et Chirac a eu son premier mandat à Ussel, en Corrèze. Ça a été une de mes premières interviews. On devinait son parcours futur ? Oui, il était déjà, comment allez-vous, extrêmement rapide, extrêmement dynamique, et puis très, très, très chaleureux. Je lisais d'ailleurs un extrait des mémoires d'Alain Juppé qui viennent d'être publiés, et Juppé racontait qu'un jour dans une réception, Chirac lui dit « C'est qui le mec qu'il y a là-bas ?» Et Juppé lui donne le nom du type, et Chirac s'approche et dit « Ah, cher ami, je suis content de te voir, on était en train de parler de toi. » C'est extraordinaire. Il a toujours fait comme ça. Alors, il se trouve que vous présentez à l'époque le journal depuis un mois quand Hervé Bazin vient, et vous sortez du service militaire. Oui, j'ai commencé mon service militaire en novembre 64. Je venais d'être engagé pendant 6 mois par José Arthur sur France Inter. Et quand je suis sorti du service militaire le 14 février 66, le jour de la Saint-Valentin, eh bien, je suis retourné voir José Arthur. Je lui ai dit, je veux être Tintin, je veux être reporter, etc. Il y avait une place à Limoges, je l'ai prise. Voilà. Vous aviez eu le coup de foudre pendant les mois où vous avez travaillé avec José Arthur. Oui, j'ai eu le coup de foudre pour le micro. J'ai eu la chance d'être assez à l'aise pour parler, improviser, etc. Et j'ai trouvé que c'était absolument passionnant d'être devant un micro, d'être seul et de parler à un nombre incalculable de personnes. Et j'ai voulu, à mes débuts, être Tintin. Je me suis dit, j'ai dit au rédacteur en chef, moi je veux être le premier sur un événement et le raconter à ma manière. Et c'est comme ça que j'ai fait mes tout débuts de journaliste en 66. En vous intéressant en particulier, Pierre Douglas, à la politique. Oui, beaucoup à la politique parce que bon, on ne peut pas s'en passer. Et je le vois comme humoriste aujourd'hui dans un one-man show. La politique est un sujet absolument d'inspiration, absolument définitif. Je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes d'ailleurs qui s'amusent à faire le chansonnier, l'humoriste sur la politique, parce que c'est un sujet inépuisable d'inspiration. La politique, il se passe tout le temps quelque chose. Ça, on a remarqué. Hein, on a remarqué. Mais alors, il se trouve aussi que la politique, vous l'avez découverte en écoutant la radio.
Oui, vous faites allusion à quelle époque? Enfant, adolescent, vous écoutiez la radio. Tout à fait. Et la politique vous passionnait. Voilà, Pierre Douglas. j'écoutais Paris Inter à l'époque. Oui. Ça s'appelait Paris Inter. Et en fait, mon père, qui était professeur d'allemand et d'anglais, s'intéressait beaucoup à l'information aussi. Et il a acheté à l'époque Le Figaro, France Soir et Paris Presse l'Intransigeant. Ce qui fait qu'à 8 ans, j'ai commencé à lire les journaux. Et aujourd'hui, beaucoup plus tard, je continue à lire les journaux. Entre parenthèses, j'essaie d'encourager les marchands de journaux. Je ne m'abonne à rien et je vais chercher les journaux chez le marchand. J'ai toujours été passionné par l'information et je trouve que la politique, je reviens là-dessus, c'est délirant. Écoutez, j'avais 10 ou 11 ans, nous étions en autobus avec mon père, on est passé devant l'Assemblée nationale. Et j'ai fait rire tout l'autobus parce que j'ai dit à mon père, c'est là qu'il y a des gens qui se battent. En fait, j'étais bien éduqué déjà. Oui, et c'est toujours l'actualité aussi. Oh, toujours. Alors, il se trouve aussi que vous avez eu un privilège, Pierre Douglas, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à la télévision, à la radio, en un temps où on n'avait pas besoin de 4 ans d'études et de diplômes surprenants pour faire de la radio ou de la télé. Ça m'a bien arrangé. Ça m'a bien arrangé parce que je n'avais aucun diplôme, aucune formation. J'ai pas fait d'école de journalisme du tout. Mais je me suis jeté à l'eau à France 3 Limoges. Là, j'ai découvert ce que c'était que le monde politique, l'interview, les meetings, etc., etc. Je me rappelle d'un meeting incroyable avec Chirac, où il y avait un avocat qui lui dit, dites-donc, il était en campagne pour les législatives, juste avant d'être élu à Ussel, et il dit, un type dit à Chirac, dis-donc, il y a un avocat qui hésite à voter pour toi. Alors Chirac a montré un attaché-caisse qu'on a ouvert dans lequel il y avait des billets de 500 balles. Donc c'était déjà à l'époque. Et il a dit, ça devrait l'aider à prendre sa décision. Alors je ne sais pas si le mec a voté pour lui, mais Chirac a été élu à Ussel. Mais moi, je me souviens de la campagne électorale de Valéry Giscard d'Estaing que j'ai suivie, comme journaliste, avec Hubert Bassot qui s'occupait de cette campagne. Le maire de Tingebray. On arrivait dans les villes et il y avait une petite valise et on disait au maire combien vous avez besoin. Et Hubert Bassot ouvrait la valise, il y avait des billets de banque. Absolument. Et d'ailleurs, Hubert Bassot qui nous a quittés, là, c'est en voiture, mon Dieu, c'est malheureux comme tout. Eh bien, Hubert Bassot a dit, je suis le porte-flingue de Giscard. Et ce qu'on appelle le porte-flingue d'un homme politique, c'est celui qui trouvait l'argent liquide. Exactement. Alors, il se trouve que vous êtes aussi arrivé à France 3 Limoges avec un casting. Vous avez été casté, il a fallu vous choisir. On m'a dit il y a une place à prendre, je suis arrivé, je me suis présenté. Oui. C'était un dimanche, je suis arrivé un dimanche et le lundi on m'a dit montrez-nous ce que vous savez faire devant un micro. Alors on m'a installé devant un micro et une caméra et j'ai improvisé sur je ne sais plus quel sujet et on m'a dit très bien, tu présentes le journal régional mercredi. Et le mercredi suivant j'ai présenté mon premier journal régional avec un trac terrible, mais ça s'est bien passé et après j'ai plus arrêté. C'était quand même des moyens limités à l'époque, France 3. Oui, on avait un break DS Citroën, on arrivait en retard sur les événements, et puis il fallait vraiment, moi j'ai beaucoup travaillé la façon d'interviewer parce que c'est dramatique quand on pose à qui que ce soit une question où il peut répondre par oui ou par non et on s'arrête là. Faut pas poser de questions qui répondent oui ou par non. Ou alors faut dire pourquoi. Il faut tout de suite relancer. C'est toute une histoire, l'interview. J'ai pris une très très belle leçon que je n'ai jamais oubliée. J'étais à Europe 1, mon directeur de rédaction était Jean Gorini, un des créateurs d'Europe 1, et j'étais allé interviewer monsieur, comment s'appelait-il, Bergeron, André Bergeron, qui était secrétaire général de Force ouvrière. Et je ramène l'interview, et Gorini me dit c'était comment? Je dis c'était pas très très intéressant. Il me regarde, il me dit c'est normal, à mauvaise question, mauvaise réponse. Exactement. Je n'ai jamais oublié cette leçon. Et il y a une autre leçon qui compte, c'est quand vous interviewez quelqu'un et qu'il termine sa phrase, il faut rester silencieux. Il a envie de dire quelque chose en plus et c'est là où ça commence vraiment. Exactement. C'est pour ça que je suis toujours gêné quand je vois encore aujourd'hui certaines interviews. Le type est en train de finir sa réponse et le mec en face ou la fille en face est déjà en train de préparer sa question, écoute pas ce qu'il dit. C'est l'écoute dans la vie et dans l'interview en particulier, c'est très important l'écoute. Le type n'a pas fini de parler, on le laisse finir. Et vous avez connu aussi, Pierre Douglas, à la télévision, une tradition qui est en voie de disparition, c'est le bizutage. Oui, je pense que ça a complètement disparu. Quand j'ai été bizuté à Limoges, un des tout premiers journaux télévisés que j'ai présenté, je citais le maire de Limoges, qui s'appelait à l'époque Monsieur Louis Longequeux. Il s'appelait Louis Longequeux.
d'un socialiste. Et au moment où j'ai prononcé son nom, le caméraman qui était en face de moi a ouvert sa braguette et il a sorti 40 cm de bout de chemise qui s'est mis à agiter comme ça. Eh bien, j'ai tenu le coup. Je suis resté imperturbable et donc j'ai réussi mon bizutage. Moi, je me souviens de Philippe Bouvard qui bizutait à RTL. Pendant qu'il parlait et lisait ses notes, on lui a pris les mains et elles ont été mises dans une bassine d'eau froide. Oh là là là. Et les pieds pareils. Et il a tenu le choc aussi. Ah oui, non, il était très costaud. Alors, vous assurez donc des reportages sur les sujets les plus variés. Il y a quand même aussi les matchs de foot et de rugby que vous suivez. Tout à fait. J'ai toujours été passionné par le sport. J'étais pas très branché rugby à l'époque. J'étais plus branché football. Et j'ai voulu le montrer. J'ai dit, moi, je connais le football, je connais le vélo, etc. à Limoges. Et l'entraîneur du FC Limoges s'appelait Monsieur Mersman. Et donc, j'ai sympathisé avec lui. J'ai assisté à des entraînements, etc. Puis j'ai commencé à faire un petit peu des reportages sur le foot. Ça m'a obligé à parler très très vite. Et ça m'a aidé. Et puis après, quand je suis rentré à Europe 1, j'ai dit au patron d'Europe 1, Greny, je connais le vélo et j'ai donc suivi le Tour de France. Et vous avez connu à Limoges un autre passionné de sport qui débutait aussi, qui s'appelait Michel Denisot. Il s'appelait Michel Denisot, absolument. Alors c'est marrant parce que il a débuté comme moi à Limoges, comme Pierre Salviac d'ailleurs a démarré aussi à Limoges. Et puis ce qui est marrant, c'est que 20 ans plus tard, j'étais sur scène et Denisot m'a engagé à côté de Châteauroux chez lui pour faire un spectacle. Et il a débuté aussi à Paris en étant le joker d'Yves Mourousi pendant le 13h. Oui. Il le remplaçait quand Mourousi n'était pas là. C'était le point de départ de sa carrière. On a un peu oublié cette époque. Oui, mais Denisot, c'était un excellent journaliste et il va toujours bien aujourd'hui et j'avoue que je serais assez content de le retrouver. Alors, vous découvrez Limoges, une ville que vous ne connaissiez pas, Pierre Douglas. Du tout, 130 000, 140 000 habitants. Alors, c'est une jolie ville, c'est très agréable. La campagne est belle, la ville elle-même est intéressante. Le seul truc, c'est que le dimanche, c'était une ville morte. Enfin, je me dis, c'est pas les panzers vont arriver, je me dis, c'est pas possible. Le dimanche, l'été, il faisait une chaleur à crever et tous les rideaux étaient fermés, il n'y avait rien. Un essai de porcelaine, donc. Ah, voilà, il fallait attendre le lundi. Donc, c'était un petit peu tristounet. Mais enfin, j'y ai passé de très bons moments, j'en garde un très bon Il y souvenir. a quelqu'un qui en garde un bon souvenir chez Michel Sardou, je ne sais pas si vous le savez, parce que dans les années 70, il a découvert la plus célèbre maison close de France à Limoges. Il a transmis l'adresse à plein d'artistes, à commencer par Enrico Macias, qui a fait passer le message. Et cette maison close est devenue le rendez-vous de tous les artistes en tournée dans les années 70. Absolument. Et il y avait d'ailleurs à l'époque un champion de football qui était à Angoulême, dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir, et qui aimait bien s'y rendre aussi. Et j'y suis allé une fois. Ah bon ? J'y suis allé une fois pour la raison suivante. Notre rédacteur en chef, on savait qu'il y allait une fois par mois. Et tous les journalistes de France 3, on s'est dit, on savait, parce qu'on était quand même journalistes, on s'informait, qu'il disait toujours, je viens discrètement, je viens incognito, etc. C'était un type à particules, un type très comme ça. Et un jour, il est arrivé, et nous étions 5 ou 6 journalistes de la rédaction planqués dans un petit salon, et on l'a entendu arriver en disant, je viens là incognito, on a ouvert la porte, et il nous a tous trouvés là. C'était absolument extraordinaire. Mais en ce qui me concerne, je suis resté très sage. Ça ne m'étonne pas. Et c'était pas mon truc. Très sage aussi, un soir où vous avez présenté un match de catch. Ça, c'est un gala que vous n'avez pas oublié, Pierre Oh Douglas. là là, le match de catch, c'était absolument terrible. C'était pas à Limoges, c'était à côté de Limoges. Et j'étais jeune marié, et ma femme m'a accompagné, et je gagnais très exactement 900 francs par mois. Oui. Donc j'avais pas un rond. J'avais pas un rond, ma femme finissait sa médecine, elle n'avait pas un rond non plus, et on est allé assister à ce gala de catch qui était organisé par un monsieur qui s'appelait Monsieur Torrent. Voilà. Et ce monsieur de Torrent me dit, écoutez, voilà, vous allez commenter. Alors j'ai commenté, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc j'ai complètement improvisé, j'ai raconté ce que je voyais. Et puis, à l'entracte, entre 2 matchs, il m'a dit, venez boire un verre. Alors j'ai dit, c'est très gentil, je vous l'offre. J'avais pas un centime sur moi. Ma femme était verte. Et je dis, monsieur, j'insiste. Puis quand il a fini par dire, non, c'est moi, j'ai fini par céder pour montrer que j'étais quand même un petit peu élégant. Ma femme a eu très, très peur. Voilà. Écoutez, vous avez la classe, l'élégance, et on va continuer à en parler avec une autre date, le 9 avril 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Douglas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Douglas. Nous parlerons tout à l'heure de L'habit ne fait pas le kir, que vous jouez aux Deux Ânes, un spectacle étonnant. On a parlé de vos débuts, et on va parler maintenant d'un autre début important. Le 9 avril 1975, c'est la sortie de ce film.
Peur sur la ville, un film d'Henri Verneuil écrit par Francis Weber, où vous faites vos débuts au cinéma dans une courte séquence. Oui, c'est une séquence extrêmement courte. Je ne dis pas un mot. Je suis figurant, assis dans un studio et on me voit au moins 20 secondes. Quand même, oui. Voilà. Et je l'ai rappelé à Verneuil quand on est devenus amis beaucoup plus tard parce qu'il ne pouvait pas s'en souvenir. J'étais en repos ce jour-là et René Duval, le rédacteur en chef d'RTL, me dit « Non, tu fais rien demain ?» Je dis « Non, mais viens figurer, il y a Verneuil qui vient tourner une scène de Peur sur la ville. » D'ailleurs, Belmondo n'était pas là, c'était en studio. Ils avaient interviewé un psychiatre pour essayer d'expliquer le comportement du criminel en question. Et donc j'ai figuré là, c'était mes tout premiers débuts. Je crois que sur la même image, il y a Jacques Paoli qui faisait le journal de 13h. Absolument. Et Jacques Paoli interviewait donc un psychiatre. Et moi j'étais là en train de regarder, d'écouter, silencieux. Et Jacques Paoli est un des rares journalistes que j'ai connu qui a fait le journal pendant une demi-heure ou une heure sans la moindre note, Pierre Douglas. Il a fait ça à Europe 1 pendant plusieurs années. Quand je suis rentré à Europe 1 en 70, je suis resté 2 ans et demi et le journal de 13 heures de Paoli durait 1 heure. Il avait 3-4 feuillets avec 2 mots dessus. Enfin, l'aisance pour improviser était absolument remarquable. Et toutes les interviews et toutes les interventions, il lançait les journalistes sur leur sujet. C'était remarquable. Et c'était une époque où on lisait encore ces textes à la radio. Oui, mais lui, il lisait pas ses textes à la radio. Il avait quelques notes et il improvisait autour d'une façon remarquable. Mais à l'époque, on lisait ses textes à la radio, ça c'est sûr. Je l'ai fait plein de fois. Oui, et Philippe Bouvard refusait ce genre de choses quand il présentait le journal. Et un jour, un journaliste vient avec ses notes et pendant qu'il parlait, Philippe Bouvard a pris un briquet et a brûlé sa feuille en direct. Ça lui apprendra à pas vouloir lire le mec. Alors, Peur sur la ville, c'est un film. Il y a eu 3 semaines de tournage entre minuit et 5 heures du matin dans les souterrains du métro. Parce qu'il y avait une cascade effectuée par Belmondo à 60 à l'heure, une poursuite sur les toits du métro parisien, et il s'est suspendu en hélicoptère. Et tout ça se faisait, mais sans le moindre cascadeur. Oui, il a fait toutes ces cascades lui-même. Alors, il y a une anecdote très amusante. Je trouve que j'ai rencontré Belmondo plus tard, nous nous sommes fréquentés un petit peu à table jusqu'à son décès. Et il y a quelques années, on déjeunait ensemble, et je lui ai dit, si ça se trouve, tu as oublié quelque chose qui s'est passé pendant le tournage de Peur sur la ville. Je dis, c'était au métro Bir Hakeim. Il me dit, raconte. Mais c'était à Bir Hakeim, il y avait plein de gens qui te regardaient, tu sautais sur le métro, tu te mettais à plat ventre quand tu passais sous le tunnel, etc. Et puis il y a eu une pause, et à un moment donné, il y a un type qui t'a dit Bébel, ce que tu viens de faire, pour 100 briques, je le ferai pas. Oui. Et je dis, tu lui as répondu, moi non plus. C'était formidable, il avait oublié cette anecdote. Vous avez refait un peu de cinéma ensuite, je crois, avec Véronique Jeannot. Oui, alors avec Véronique Jeannot, j'ai eu un petit rôle, mais ça m'a amené quand même à aller à Montréal. C'est-à-dire que je suis parti au Canada là-bas. Elle tournait un film avec un des grands metteurs en scène canadiens qui s'appelait Gilles Carle. Et je jouais le rôle de Charles Trenet dans une discothèque. Alors j'ai retrouvé donc Véronique là-bas, et puis j'ai dû tourner 20 secondes et j'ai fait un aller-retour de Paris-Montréal. J'étais épuisé parce que le décalage horaire c'était affreux, mais j'arrivais sur scène avec un petit chapeau mou, etc. Il y a de la joie, bonjour les Girondelles, il y a de la joie. J'ai pratiquement chanté que ça et je suis rentré à Paris après. Et à l'époque, Trenet ne passait pas dans une discothèque au Canada, mais à la fin des rodéos, où il était la vedette de la journée après que les cow-boys aient enfourché des chevaux et attaqué des taureaux. Peur de rien. Alors, il se trouve aussi que vous avez vraiment tout fait dans le journalisme. Le reporter, il fallait vraiment être sur tous les coups lorsque vous étiez à RTL, à Europe 1 ou d'autres radios. Oui, le service des reportages, par définition, ça voulait dire qu'on pouvait faire, j'allais dire n'importe quoi, mais sur n'importe quel sujet. J'ai toujours été passionné par les faits divers et j'ai couvert des procès d'assises. J'ai toujours été passionné par le sport et quand j'ai dit à Gorini que je connaissais le Tour de France, l'année d'après, j'ai commenté le Tour de France et je suis devenu ami avec Jacques Anquetil. Donc ma vie a été faite de rencontres aussi, essentiellement de rencontres. Mais c'est vrai qu'au service des reportages, et ça c'est une très bonne école, on touche à tout. Voilà. Avec le moment le plus difficile de votre vie, je crois, Pierre Douglas, c'était d'aller réveiller Léon Zitrone pour faire son journal car il ne s'était pas réveillé. Ça s'est passé exactement de la manière suivante. C'était à RTL et ça s'appelait L'heure Z. Alors il avait un journal de 8 minutes à faire à 7h et un journal de 8 minutes à faire à 8h. Moi, j'arrivais à 3h30 du matin à la rédaction. Je ne dirais pas que j'étais son nègre, parce qu'aujourd'hui, rien que d'employer ce mot-là, je vais me retrouver en correctionnel. Mais bref, je travaillais pour lui. Et il m'avait dit, vous rédigez tout sauf la politique étrangère, parce qu'il m'a dit, à part la politique étrangère, rien n'a le moindre intérêt. Alors, j'ai dit, bon, alors je rédigeais tout sauf la politique étrangère. Son premier journal était à 7h du matin, puis un matin, à 6h30, il n'était pas là. Alors,
J'ai rédigé le maximum de choses. On a envoyé un taxi pour aller le chercher. Il est arrivé à 7h moins 2 dans les couloirs de la radio. Il m'a pris des mains tout le journal que j'avais entièrement dicté et il m'a dit « J'arriverai à vous relire, j'ai été speaker à la SNCF. » Voilà. Il était en pantoufles, je crois, parce qu'il n'avait même pas eu le temps de se changer. Oh, c'était épouvantable. Mais il lui est arrivé de présenter des journaux de 20h à la télé où il était pratiquement en caleçon long en dessous. Hein. Il ne montrait avec un semblant d'élégance que ce qui était visible. Alors, il rêvait à l'époque, je crois, de devenir maire de Paris. Ah, ça, je ne savais pas. Ah, si. Et il avait fait une émission où il s'était fait insulter par un auditeur. Et son drame, c'est qu'après tout ça, il ne pouvait plus prétendre à l'hôtel de ville. Alors, mais il y avait aussi les déjeuners avec Zitrone. Il vous invitait à déjeuner et c'est vous qui payez. Ah oui, il était extrêmement radin. Parce que Brassens, qui est mon idole absolue, a fait une chanson dans laquelle il dit « Les morts sont tous des braves types ». Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Tous les morts ne sont pas des braves types. Et alors, on a fait quand même un jour, comme Zitrone était très, très radin, etc. Ça finissait par être désagréable. On lui a fait une blague et on l'a envoyé à l'Élysée en lui disant qu'il était invité par Giscard d'Estaing, président, et c'était pas vrai. Oui. Il avait une fausse invitation. Alors on l'a filmé arrivant à l'Élysée, fier comme c'est pas possible, et il est ressorti furieux car il est arrivé. Le gendarme dit « Ah, monsieur Zitrone, je viens déjeuner avec le président. » Le gendarme dit « Ça m'étonnerait, il est à Varsovie pendant 3 jours. » Et il est ressorti fou de rage. Un petit peu d'humilité comme ça fait pas de mal. Voilà. Et je crois qu'un jour, il a annoncé un 1er avril que le chien de Giscard d'Estaing avait disparu, le Labrador, ce qui était une fausse information. Je ne connaissais pas cette anecdote, mais je la trouve très drôle. Et il l'a très mal pris aussi. Alors, vous avez fait aussi des choses très importantes au service politique de TF1 à la télévision, Pierre Douglas, car vous avez suivi l'actualité de Giscard, Chirac et Barre dans les années 70. Ben, tout à fait. J'ai notamment suivi la campagne de Chaban-Delmas en 74, qui était donc candidat. Le président Pompidou venait de décéder. Le président Pompidou est mort le 2 avril 74, alors qu'il était à 2 ans de son septennat. Donc, il n'a fait que 5 ans. Et Chaban-Delmas s'est présenté. Chaban-Delmas était le candidat officiel de la droite gaulliste, puisqu'il était Premier ministre, etc. Mais Chirac, qui était une bête politique, s'est aperçu que Chaban n'aurait pas beaucoup de chance. Il s'est donc présenté en rival de Chaban, et j'ai suivi la campagne de Chaban, j'ai suivi la campagne des perdants. Il a perdu, il n'est même pas arrivé au 2e tour, c'était épouvantable. Chirac était un véritable bulldozer. Et Chaban s'était pas rendu compte de ce qui lui arrivait? Non. Alors, il continuait à dire ça va aller, mais bon, on a calculé avec Lucien Miard, qui était un grand reporter au Figaro. On a comparé les sondages du lancement de la campagne de Chaban jusqu'au soir du 1er tour. Il perdait 100 000 voix par jour. Oui, c'est un record. C'est épouvantable, c'est un record. Et ce qui comptait à l'époque pour le reporter que vous étiez, Pierre Douglas, c'était l'info et pas le buzz. Ah oui, non. Fake news, tout ça, j'ai jamais connu tout ça, ça ne m'a jamais intéressé. Et aujourd'hui, je trouve ça épouvantable. Et figurez-vous que en 2021, je suis mort 3 fois. Ah, seulement? Seulement, mais c'est déjà pas mal. Oui. J'ai rassuré tous les gens que j'aime. Oui. Et donc, voilà. Non. Là, c'était très, très sérieux. Et M. Gorini, qui vraiment lui m'a appris le journalisme, nous disait, mais attention, vous n'avez pas le droit d'affirmer quelque chose que vous n'avez pas vérifié. Vous n'avez pas le droit. C'était un devoir moral qu'il avait imposé aux journalistes, ce qui a fait pendant très 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 longtemps la gloire d'Europe 1. Et ça vous attriste pas aujourd'hui de voir qu'on est passé à autre chose, que le buzz a plus d'importance? Oui, moi je suis malheureux de voir ce qui se passe. Vous savez, on parle des réseaux sociaux, c'est un progrès. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, à mon humble avis, est intéressant et positif à 10%, et c'est 90% de saloperie. L'écrivain Marc Lévy, que j'admire beaucoup et que je lis beaucoup, a dit il y a quelque temps, moi j'appelle ça les réseaux asociaux. Et je suis complètement d'accord avec lui. Et à cette époque, ce que le grand public ne sait pas, c'est que vous faites déjà des imitations en privé, oui. Pour vos copains journalistes, Pierre Douglas. Oui, en fait, j'ai vraiment démarré avec Marchais. Mais j'ai démarré ma carrière d'humoriste avec Marchais, mais avant. J'étais au service politique de TF1 et on était 3 à vouloir faire le 20h. Il y avait Bruno Mazur qui l'a fait, il y avait Patrick de Carolis qui a été président de France Télévisions, et puis il y avait moi qui suis devenu un saltimbanque. Mais on voulait tous faire le
le 20h. Il se trouve que je suis allé interviewer Georges Marchais. Et je ne sais pas pourquoi, Jacques, je n'ai pas imité beaucoup de monde dans ma vie. Les quelques-uns que j'ai imités, je les ai bien attrapés. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Et je me suis aperçu que Marchais, je pouvais vraiment parler comme lui. Et quand je suis revenu de l'interview que j'ai faite, j'ai dit à Patrice Duhamel, qui était mon patron à TF1, je dis, t'as vu comment il parle? Je dis, parce qu'il ne dit pas, on est dans une situation improbable. Il dit, on est dans une situation improbable. Et là, les copains se sont marrés. Et puis, aux conférences de rédaction tous les matins, qui, vous le savez, consiste à dire qu'est-ce qu'on met dans le journal, on commence par quoi, etc. À la fin de la conférence de rédaction, Duhamel me disait toujours, et qu'est-ce qu'il dirait Marchais? Et le fait que j'imite Marchais en lui faisant dire des choses sur la politique que je connaissais, parce que c'était mon métier, c'est arrivé aux oreilles de Leluron. Et donc après... on va le raconter justement. Voilà. Et il s'est passé beaucoup de choses parce que, écoutez, il y a une date importante aussi justement, c'est le 17 mai 2018. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants sur Sud Radio avec Pierre Douglas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Douglas. Nous parlerons tout à l'heure de L'habit ne fait pas le kir, qui est un spectacle de Zanne très important. On a parlé de vos débuts de carrière de journaliste. Et puis un jour, en privé, vous faites des imitations. Et puis, le 17 mai 2018, je ne sais pas si vous en souvenez, vous fêtez vos 40 ans de carrière d'imitateur, de chansonnier, ce que vous n'auriez jamais imaginé au départ. Jamais. Je ne pensais pas que je fêterais mes... J'ai jamais pensé à ça. J'ai démarré en 77, et donc mes 40 ans, c'était 2017-2018. J'ai jamais pensé à ces anniversaires. J'ai jamais pensé à ça. Non. Je crois que ça a commencé le 29 juillet 77 au Don Camillo. Absolument. Grâce à Thierry Leluron. Grâce à Thierry Leluron. En fait, Leluron, le 14 juillet 77, il a fait un spectacle à Tingebray sous un chapiteau. Il y avait 3000 personnes. Et donc, le Hubert Bassot, dont on parlait tout à l'heure, le porte-flingue de Giscard, était maire de Tingebray, et il m'a invité à déjeuner dans sa mairie en me disant, viens, tu feras connaissance de Leluron l'après-midi, il passe sur scène. Donc Leluron arrive avec sa Rolls et ses copains, c'était incroyable, et puis il arrive devant moi, il me dit, pareil, vous imitez Marchais. Je lui dis, pareil, vous imitez Giscard. Tout de suite la répartie. Il s'est marré, on a improvisé un dialogue entre Giscard et Marchais à table, et il m'a dit, je vous appelle tout à l'heure, on remet ça sur scène. Je me suis demandé, est-ce qu'il va le faire? Au bout de trois quarts d'heure, il était sur scène, il m'appelle, il dit, mesdames, messieurs, je présentais un journaliste, vous ne le connaissez pas, mais il imite Marchais, il dit, moi, j'imite pas Marchais. Et on a improvisé à nouveau un dialogue entre Giscard et Marchais. La salle était écroulée. Pourquoi? Parce qu'on est en 77, il y a 3 chaînes de télé. Donc chaque fois qu'une star politique passe à la télé, il y a 10 millions de téléspectateurs. Il y avait donc des millions de Français qui savaient comment parlait Marchais, qui était très truculent, etc. Et il n'avait jamais été imité. Donc les gens sont éclatés. Et Leluron m'a dit, allez, faut vous tenter votre chance sur scène, on remet ça au Don Camillo dans 15 jours. Mais c'était un risque pour vous, vous étiez un journaliste engagé. Ah, c'était un risque, et puis j'avais toujours le 20h en ligne de mire. Hein. J'étais au service poétique de TF1, c'est le plus sérieusement du monde. Alors j'ai dit, bon, mais d'un autre côté, il y a une excitation de la scène. Il y a quelque chose, mais c'était la première. Je me suis retrouvé devant 3000 personnes, je me suis dit, peut-être. Bon. Et 3 semaines après, on est allé au Don Camillo, où il y avait moins de monde, là, il y a 200 personnes. Et puis, pareil, Leluron est monté sur scène, ovationné, il a dit, je vous présente un journaliste. On a fait le dialogue entre Giscard et Marchais, et en sortant, Jean Vergne, le patron du Don Camillo, m'a dit, monsieur, vous commencez demain. Vous êtes engagé. Et j'ai quitté du jour au lendemain, et j'ai resté 22 ans au Don Camillo. Alors, il y a l'expression, c'est un scandale, oui. Et on l'attribue à Georges Marchais. Jean-Pierre Elkabbach m'a avoué un jour que finalement, il savait plus très bien s'il allait prononcer. En fait, je crois que c'est vous qui êtes l'auteur de cette expression, Pierre Douglas. Oui, restons modestes, mais disons la vérité. Marchais ne l'a pas dit. Et j'enregistrais un débat entre Raymond Barre et Georges Marchais, c'est-à-dire Leluron et moi-même. Et au tout début du débat qu'on enregistre, le speaker dit « Mesdames, Messieurs, le tirage au sort a désigné Monsieur Raymond Barre pour parler le premier. Monsieur le premier, vous avez la parole. » Et à ce moment-là, moi, j'ai eu l'idée de dire « Ah ben non, c'est un scandale !» Et on enregistrait au caveau de la République. Tout le monde éclate de rire. L'imitation de Marchais, nouvelle, etc. Et je me suis dit ça, comique de répétition, allez, toutes les 2 minutes, je vais le ressortir. Et c'est resté maintenant. On a l'impression que Marchais l'a vraiment dit. Oui, absolument, absolument. Et quand j'ai rencontré Marchais plus tard, on a souri ensemble parce qu'il a tout à fait reconnu que c'était moi qui l'avais dit en premier. Oui. Et vous le trouviez sympathique d'ailleurs, Marchais? Il a été sympathique au départ. Il m'a dit, ah bah oui, à l'Assemblée, on me dit, t'as un imitateur, Georges, etc. Et après, il était moins d'accord sur ce que je faisais dire. Ça, c'est mon métier. Absolument. Très important, l'imitation pour vous, c'est pas de la moquerie, mais de la caricature, Pierre Douglas. Exactement.
C'est pas de la moquerie, c'est de la caricature. L'expression est parfaite. Et c'est ce que mon ami Cabu, que j'adorais et que j'aimais beaucoup, avec qui on se connaissait bien, il avait tout compris. Il était d'une férocité terrible dans ses dessins, mais c'était pas de la méchanceté, c'était de la férocité. Mesdames, messieurs, prenez le dictionnaire, c'est pas la même chose. Et parce que la méchanceté, ça n'est pas drôle, alors que la férocité, on peut rire. Alors, vous avez donc commencé à travailler comme chansonnier, et en même temps, vous êtes resté journaliste, car vous refaisiez vos textes régulièrement, Pierre Douglas. Tout le temps. J'ai continué, j'ai jamais arrêté de lire les journaux et de me dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ça me rappelle une interview de Georges Brassens, que j'ai connu, Dieu merci, et qui avait dit, moi, je note une dizaine de petites idées, et puis je me dis maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, c'est pareil. Tous les jours, quand j'étais journaliste, je prenais les journaux et je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et on me disait, c'est tel sujet que tu dois traiter, tel reportage que tu dois faire. Eh bien, on trouvait. Oui. Et en même temps, c'est la tradition du chansonnier qui, dans les années 20, lisait les journaux le matin et arrivait le soir en smoking sur une scène avec son petit papier. Mais exactement. André Rochel, Edmond Meunier, etc., tous ces gens-là, Jean Rigaud, etc., ils avaient leurs petites notes à la main. Pourquoi? Parce qu'ils avaient recopié 2 heures avant dans le journal un truc, je peux faire rire avec ça. Et pour ne pas l'oublier, ils avaient les petites notes à la main. Ça m'est arrivé. Alors, il se trouve que votre métier de chansonnier vous a entraîné vers la télévision, en particulier avec cette émission. Restez donc avec nous le samedi. Ce sont vos débuts à la télévision avec Denise Fabre et José Garcimore. Exactement. Vous êtes chargé de présenter les dessins animés au départ, Pierre Douglas. Oui, on présentait. Il n'y avait pas que ça, mon cher Jacques. On présentait les dessins animés. Il y avait Goldorak, et puis on présentait aussi Amicalement Vôtre, la petite maison dans la prairie. Enfin bref. Le Fugitif, Colombo. Absolument. Et donc on était à l'antenne de 13h30 à 18h en direct. Absolu, parce que si on n'ajoute pas absolu, on ne sait plus ce que veut dire direct. On était vraiment en direct. On répétait le vendredi après-midi et on faisait l'émission en direct le samedi de 13h30 à 18h et on avait 7-8 millions de téléspectateurs au départ parce que c'est 77-79, il y avait 3 chaînes de télé. Et comment êtes-vous arrivé dans cette aventure avec Denise Fabre? Eh bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert Garcimore au Don Camillo. Oui. Il passait sur scène un petit peu avant moi, quelquefois après, peu importe. Je le trouvais extrêmement drôle parce qu'il avait compris une chose. C'est qu'il fallait se tromper dans ses tours de prestidigitation et les réussir au dernier moment avec un texte amusant. Vous trompez jamais, etc. Et quand j'ai été engagé pour remplacer Bernard Gollet le samedi après-midi sur TF1 avec Denise Fabre, qui était donc uniquement, ils étaient 2, j'ai dit à Madame Eliane Victor, qui était la productrice de l'émission, je lui ai dit, écoutez, venez voir ce garçon extraordinaire au Don Camillo, José Garcimore, vous m'avez engagé pour présenter les samedis, il faut qu'il vienne. Et en fait, il a fait les transitions entre les sujets, etc. Et c'est devenu une très très grosse vedette, très très vite. Oui, il faisait des tours de cartes, c'est-à-dire qu'il prenait les cartes et il tournait autour, ce qui faisait rire Denise Fabre. Mais c'était, il avait des idées extraordinaires, il était très très fort. Ils n'ont pas le droit de dévoiler leurs secrets, il y a des choses que je n'ai jamais comprises. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait un autre magicien du même genre qui est passé toute sa vie au Crazy Saloon, c'est Macronet, oui, qui faisait des tours avec le plus grand sérieux qu'il ratait et brusquement ça marchait. Ah, mais c'est ça, c'est le talent du prestidigitateur, c'est ça. Et puis ces petites souris et tac tac, c'était autre chose que les rats d'Anne Hidalgo. Ah oui. Il les mettait dans le corsage de Denise Fabre. Voilà, vraiment, elle riait de bon cœur. Elle riait sincèrement. Et à cette époque, vous avez fait aussi Eh bien raconte, où il y avait des histoires. Alors raconte. Absolument. C'était les 2 émissions. Et c'est vraiment des histoires qu'on ne pourrait plus raconter aujourd'hui sans risquer le pire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'était un petit peu osé. Alors je me rappelle, j'avais enregistré une émission qui était diffusée, qui devait être diffusée, qui l'a été le 31 décembre à minuit sur TF1. Là, il y avait quand même des histoires qui étaient carrément en dessous de la ceinture. J'ai fait très attention à ne pas employer de mots grossiers pour me faire comprendre quand même. Et ça aussi, ça ne passerait plus aujourd'hui. Je ne pense pas. On essaye quand vous voulez. Ne soyons pas suicidaires. Et puis, il y a une autre émission importante qu'on a un peu oubliée à la télévision, c'est Bravo. Alors Bravo, c'est une émission que j'aime beaucoup et j'ai inauguré quelque chose qui n'a pas été repris. J'avais 6 invités qui étaient tous très connus et je leur demandais de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce pourquoi ils étaient connus. Par exemple, j'ai invité Lino Ventura, je venais de tourner un petit rôle avec lui, on avait sympathisé, entre parenthèses, c'était un homme dont l'humilité et la gentillesse étaient aussi immenses que sa notoriété.
Et j'avais dit à Ventura, tu viens dans l'émission faire bravo. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais que je joue la comédie. Ben, je dis pas du tout. Il y aura José Arthur qui a passé sa vie à interviewer les gens. Ben, toi, tu vas l'interviewer. Il m'a dit, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je dis, on préparera les questions ensemble, etc. Et ça a marché, ça a été Ça a été du tonnerre. Et ce que je voulais dire, Jacques, c'est que j'accueillais chacun de mes 6 invités en lui chantant une chanson parodique que j'avais écrite sur lui. C'est marrant et ça n'a pas été repris, ça. Donc je le referai volontiers. Pourquoi pas. Et puis il y a une autre émission qui a duré peu de temps, c'est Les Inconnus de 19h45, qui est finalement l'ancêtre de Max Singer. Oui, alors Les Inconnus de 19h45, j'avais succédé à Patrick Sabatier. Oui. Et alors, après, il s'est passé quelque chose d'assez curieux. Ils ont voulu changer l'émission. Ils ont voulu l'appeler Les Vainqueurs. Et sur TF1, également à 19h45. Et c'était affreux. Moralement, c'était dégueulasse parce qu'ils avaient invité un vieux couple de 70 ans, un homme et une femme. Ils faisaient danser une danseuse du Crazy Horse avec un danseur du Crazy Horse, etc., ou de l'Alcazar, je ne sais plus. Les 2 danseurs professionnels étaient éblouissants. Après, ils repassaient la même musique et ils faisaient danser le vieux couple. C'était vraiment avilissant, c'était infect. J'ai démissionné de cette émission et le réalisateur a dit à la télé Pierre Douglas s'en va parce qu'on a fait une erreur de casting. Oui, je ne lui en veux pas. Non. Alors, il se trouve que cette émission, il y avait dans un écran 2 personnalités masquées. Oui. Et il y avait 3 personnalités qui essayaient de découvrir qui était derrière le masque. Et ça, c'était très intéressant. C'est Max Singer. Oui. Je me rappelle, il y a eu Pierre-Jean Vaillard, il y a eu des personnalités formidables. La dernière, c'était avec Jean Nohain qui fêtait ses 80 ans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il paraît, tous les morts sont pas tous des braves types, il paraît que Jean Nohain n'aimait pas les enfants. Oui. Les enfants l'exaspéraient. Oui. Et un jour, il a dit à un petit gamin qui avait 8 ans, ton père est un con. Oui. Le gamin est allé répéter au père qui lui a foutu une baffe en disant t'as pas honte de dire ça de monsieur Nohain, et c'était ce qu'il recherchait. C'est terrible. Et Jean Nohain, à la fin de cette émission, de cette dernière, vous a dit je vous souhaite une longue vie. Il avait 80 ans. Vous avez 80 aujourd'hui et tout va bien. J'ai même 82 et je remercie beaucoup Nohain d'avoir été aussi visionnaire. Et votre secret de jeunesse? Qu'est-ce que dire? 2, le vélo. 3, le tennis. 1, l'amour. Et voilà. Et l'amour de votre métier aussi, qu'on va évoquer à travers une autre date, le 4 octobre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Douglas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Douglas. On a parlé de vos activités de journaliste, de chansonnier. Et il y a le comédien. Et le 4 octobre 2023 a débuté le mercredi à 19h et le jeudi à 21h une pièce que vous jouez avec son auteur, L'habit ne fait pas le kir. C'est-à-dire que vous êtes aux 2 ânes, où vous avez été chansonnier, mais là vous devenez comédien avec cette pièce de Sylvain Bertrand-Lamy qui vous donne la réplique. C'est Sylvain Bertrand-Lamy qui est devenu véritablement un ami. On se connaît depuis plus de 10 ans. Il a un petit théâtre qui s'appelle le Petit Théâtre Impérial à Vichy. Et il y a 4 ans, il m'a appelé, il m'a dit j'ai écrit une pièce pour toi. Je lui ai dit, écoute, j'ai 40 ans de carrière, on m'a jamais dit une chose pareille. Il m'a dit, tu vas voir. Et il m'envoie la pièce qui s'appelle L'habit ne fait pas le kir, qui est la vie du chanoine kir, on va en parler. J'ai lu la pièce, 1 minute après avoir fini de lire, je l'ai appelé, je lui ai dit, je la joue. Alors on l'a joué une 40aine de fois et on l'a reprise à partir du 4 octobre dernier au Théâtre des 2 ânes. Ça dure 1h30. C'est la vie du chanoine kir. Je suis en soutane. Lui, il est mon secrétaire. L'auteur joue également le rôle de mon secrétaire. Et on a un dialogue d'1h30 qui nous ramène dans les années 60, à l'époque où De Gaulle était président de la République et où la politique n'avait pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Voilà. Il se trouve que le chanoine kir, aujourd'hui, certains ont oublié ce qu'il était. Il a été maire de Dijon, député maire de Dijon pendant des années, pendant 20 ans, et on lui doit cette boisson, le kir. Alors, on lui doit, c'est une façon de parler, parce qu'en fait, ça faisait très longtemps, et on le dit dans la pièce, que dans les bistrots dijonnais, on servait un blanc cassis. Et un jour, un des marchands de vin dijonnais est allé le voir, lui écoutez, monsieur le chanoine, est-ce que vous voudriez bien que le blanc cassis porte votre nom? Et il a accepté. Et donc c'est comme ça que le kir, c'est un blanc cassis qui porte le nom du chanoine qui a donné son nom. Alors, il y a beaucoup de gens jusqu'à 50 ans, beaucoup de gens qui ne savent pas. Moi, j'ai rencontré il y a quelques jours une personne qui m'a dit, mais je sais ce que c'est qu'un kir, mais c'est quoi, ça vient d'où? Je dis kir, c'est le nom du député maire de Dijon, Félix Kir, qui a donné son nom à cette boisson. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Alors, je crois que le kir, c'est 1 tiers de crème de cassis et pas de liqueur, et 2 tiers de vin blanc à ligoter. À ligoter. C'est voilà. Important. Absolument. Alors, il en offrait aussi à ses invités, parce que le chanoine kir était un bon vivant. C'était un bon vivant, il aimait tout à fait les bonnes choses, et il avait un caractère
pas épouvantable, il a un caractère difficile et il a pris des initiatives incroyables, on le raconte dans la pièce. Il est en soutane, c'est la pagaille dans un carrefour à Dijon, il prend un sifflet, un bâton blanc et il dégage la circulation. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Et il est arrivé au départ comme député-maire. Avant, il a fait ses études, il est devenu chanoine. Et je crois qu'il a été à Notre-Dame au départ. Et ensuite, il est arrivé à Dijon et il s'est lancé dans la politique à la fin de la guerre mondiale. Absolument. Il s'est lancé dans la politique et il s'est très vite opposé à De Gaulle. Alors, toutes les raisons, je ne les connais pas. Ce que je sais, c'est que nous sommes en 62, puisque la pièce a lieu en 62, et comment dirais-je, De Gaulle refuse de rencontrer Khrouchtchev. C'est l'Union soviétique, c'est la dictature, etc., etc. Et le chanoine Kir, en tant que chrétien, en tant que aussi politicien, dit il faut que tout le monde parle avec tout le monde. Et alors, il est allé à Moscou voir Khrouchtchev, et le chanoine Kir, en 62, quand même, a été ovationné dans les rues de Moscou avec sa soutane. C'est quand même incroyable, il le raconte. Alors justement, c'est la pièce que vous racontez. Oui. C'est le point de départ. Oui, c'est le point de départ. Et en fait, comment dirais-je, on s'est demandé, Sylvain s'est demandé comment faire pour raconter sa vie. Il a pensé que c'était beaucoup plus intelligent et beaucoup plus agréable pour le public de le faire sous forme de dialogue. Donc, il joue le rôle du secrétaire. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que 90% des répliques prononcées par le chanoine Kir, c'est-à-dire moi sur scène, il les a prononcées pour de vrai. Et son rôle, le secrétaire, c'est justement de tenter de convaincre le chanoine Kir de ne pas aller à Moscou. Oui, il n'y arrivera pas. Et donc, il fait tout ce qu'il peut pour être assez diplomate. Mais de temps en temps, il dit, ça fait 20 ans qu'on se connaît, je sais, je ne peux pas vous retenir, etc., etc. Mais donc, il aura fait tout ce qu'il aura pu, le secrétaire, mais en fait, en discutant avec Kir, en le contrariant de temps en temps, en lui faisant des reproches, il lui a fait du bien. Voilà. Il lui a fait du bien. En même temps, vous racontez le chanoine Kir, qui a été un grand résistant, qui a fait échapper des milliers de prisonniers de guerre. Absolument, c'était un héros. Et ce qui est très intéressant dans la pièce, c'est qu'à un moment donné, mon secrétaire me dit, mais enfin, vous vous rendez compte, vous venez de vous engueuler avec un député, mais qu'est-ce que c'est à côté de ce que vous avez fait pendant l'occupation? Vous avez fait évader des milliers de gens, vous avez sauvé des vies, etc. Et lui, il lui dit, mais d'accord, mais... D'abord, il a sa foi. Il dit, si ça n'avait pas été moi, par exemple, à Longueville, il dit, j'ai fait évader un certain nombre de gens. Il dit, si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Dieu m'a aidé. Il est complètement convaincu. Et il lui dit après, je ne suis pas un héros, je suis un banal curé qui protège ses oies et comme un berger protège ses brebis. C'est magnifique. Oui, un banal curé qui a été pourchassé par la Gestapo. Absolument. Et il s'en tiendra là. Et je crois qu'il a été victime d'un attentat par des collabos qui ont tenté de l'assassiner aussi. Oui. Et alors, à un moment donné, il dit d'ailleurs dans la pièce, les avions envoyaient leurs bombes, etc. On était planqués dans les sous-sols de la mairie. Et puis, les Allemands sont venus me demander 100 tonnes de paille. Et je leur ai répondu, la mairie n'est pas une ferme. Alors il me dit, mais vous auriez pu être fusillé? Je dis, j'aurais peut-être pu être fusillé, mais de toute façon, avec la peau que j'ai, ils auraient pu faire du saucisson, mais certainement pas du fourrage. C'est extraordinaire, parce qu'il avait beaucoup d'humour. Il avait beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour et un caractère de cochon. Mais c'est un personnage qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui. On l'a complètement oublié, d'où, mon cher Jacques, la pièce. Voilà. Et s'il a voulu, justement, et vous le dites dans cette pièce, Pierre Douglas, aller à Moscou, c'est qu'il ne supportait plus l'idée qu'il puisse y avoir une guerre. Et alors il pensait... Et c'est dans la pièce aussi, bien sûr, qu'il pouvait faire changer d'avis. Même Khrouchtchev, même dirigeant de l'Union soviétique. Alors, bon, il n'aurait pas pu y arriver, mais à un moment donné, le secrétaire me dit, mais ne croyez pas que vous allez changer les choses. Vous n'êtes pas président de la République. Mais si, je peux, mais c'est comme ça. Quand c'est pas impossible, c'est qu'on peut le faire. C'est-à-dire un homme politique comme il n'en existe plus aujourd'hui? Il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Enfin, je ne sais pas. On a envie de penser à une grande personnalité politique aujourd'hui. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à trouver. Alors, il a marqué aussi les débuts du Palais Bourbon, les débats plutôt, parce qu'il est intervenu à tout moment. À tout moment, il était absolument déchaîné. Il se levait. Et à un moment donné, il a dit un jour à l'Assemblée à un député, parce qu'il dit à son secrétaire, il m'attaque sur ma foi comme si on ne pouvait pas croire en Dieu alors qu'on ne l'a jamais vu. Et il retourne devant le député, il lui dit, et mon cul? Tu l'as vu? Non, et pourtant il existe. Et il l'a fait, ça, à l'Assemblée. Alors évidemment, je prends beaucoup de plaisir à le crier sur scène. Et finalement, Audiard aurait pu travailler avec lui sur des films. Je me pose la question, d'ailleurs. Mais c'était une sorte de Don Camillo puissance 1000. Tout à fait.
Et ça m'amuse que vous disiez ça, Jacques, parce qu'on a eu beaucoup de très bonnes réactions, des petits mails qu'on nous a reçus, etc. Et il y a quelqu'un qui a dit « Ah, on a l'impression de revoir dans Camillo et Pépone ». C'est-à-dire qu'il n'avait pas une armée de communicants aujourd'hui comme nos hommes politiques. Il n'y avait rien, il n'y avait presque rien. Alors qu'aujourd'hui, les hommes politiques étaient plus passionnants à l'époque, mais ils avaient moins de communication. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est un peu dommage. Il a fait beaucoup pour la ville de Dijon. Il a fait beaucoup pour la ville de Dijon, et j'ai rencontré déjà avec Sylvain Beltran, dans son petit théâtre à Vichy, une dame assez âgée, je dois le dire, qui nous a dit « J'ai connu Félix Kir et je l'ai vu diriger la circulation en soutane. » C'est extraordinaire. C'est formidable. Alors, il avait aussi un instinct de politique et un instinct pour protéger le citoyen, le chanoine Kir, Pierre Douglas. Oui, alors, il avait cette qualité que normalement doivent avoir tous les ecclésiastiques, c'est qu'il aimait les gens. Il aimait énormément les gens, et même si c'était un grand bavard et un type un peu impulsif, il était d'une honnêteté intellectuelle totalement indiscutable, et il avait cette qualité que j'évoquais tout à l'heure et qui est indispensable dans tous les compartiments de la vie, mon cher Jacques, et c'est ce que je fais quand vous me posez une question, c'est écouter. Alors, il se trouve, vous parlez de compartiments, ça tombe bien, parce qu'un jour, le chanoine Kir est dans un train, oui. Et il y a deux jeunes femmes avec un petit chien. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote. C'est-à-dire que l'une dit à l'autre, hey, « T'as vu le corbeau ?» Il ne dit rien, et le contrôleur arrive, le chanoine Kir se lève, ouvre la porte du compartiment et dit au contrôleur « Inutile de contrôler ici, il n'y a qu'un corbeau, deux poules et un chien. » Je ne la connaissais pas, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Oh, c'est magnifique. Alors, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ce personnage de ce genre aujourd'hui pour que la vie politique soit plus joyeuse, Pierre Douglas ? Ça serait bien, ça serait bien. Maintenant, à l'Assemblée, tout le monde s'engueule, plus que jamais. Regardez les réactions de la France insoumise avec ce qui se passe en Israël. C'est insupportable, c'est épouvantable. Comment voulez-vous qu'on remette de l'humour là-dedans ? C'est pas possible. L'Assemblée nationale, depuis des années, manque d'humour. Elle n'est pas servie par l'actualité, d'accord, mais quand même, l'humour, c'est une question de moment, mais ça doit se placer partout. Vous incarnez donc le chanoine Kir sur scène, le mercredi à 19h, le jeudi à 21h, mais vous n'avez jamais pris de cours de théâtre, Pierre Douglas ? Non, j'ai jamais pris de cours de théâtre. Et j'ai fait mes débuts au théâtre en 1984, ça faisait 7 ans que j'étais au Don Camillo, et j'étais tous les soirs sur scène à faire des sketchs politiques devant des gens qui mangent. Et la première pièce de théâtre que j'ai jouée s'appelait SOS Homme Seul en 84. Mon metteur en scène était un grand metteur en scène de la comédie française qui s'appelait Robert Manuel. Et il m'a dit, je t'engage, parce que certes, tu n'as pas fait le conservatoire, tu n'as pas appris à jouer à la comédie, mais 7 ans, tous les soirs, parler devant des gens qui mangent, ça vaut beaucoup de cours. Et Robert Manuel était un grand metteur en scène. Et moi, je me souviens d'une conférence à Deauville. Il parlait du théâtre, de Molière. Il y avait 7 personnes dans la salle, dont au premier rang, un type qui dormait. Et à chaque fois, Manuel s'approchait de lui et lui hurlait une phrase, ça le réveillait. Et l'autre se rendormait. C'est amusant ce que vous me dites parce que je connais bien un grand pianiste français qui s'appelle François-René Duchâble. Et François Duchâble, un jour, François-René Duchâble fait un récital et il y avait au premier rang une personne qui dormait. Et on lui a fait la remarque, on lui a dit, il y avait quelqu'un qui dormait, il a répondu, qu'est-ce que j'ai bien dû jouer ? Qu'est-ce que j'ai dû bien jouer ? Et vous avez joué Robert Thomas, Feydeau et même le Dîner de Cons. Ah oui, j'ai adoré jouer le Dîner de Cons, je l'ai joué 174 fois, j'étais au Théâtre Tête d'Or à Lyon, on a fait 74 représentations à guichet fermé, et ensuite on a fait 65 villes en tournée avec Michel Geffraud, qui nous a quittés, qui était un ami intime et qui jouait admirablement le rôle de Pignon, absolument remarquable. Et il faut dire que, je ne sais pas comment ça va passer aujourd'hui, ça a été repris, mais à l'époque, on a joué le Dîner de Cons, c'était en 2005-2006. Vous marquiez le Dîner de Cons à l'enseigne d'un théâtre, tout était loué pour le soir. Exactement. Et un seul regret, vous avez fait le Festival d'Avignon pour la première fois avec Prof, oui. Et cette pièce, à cause du confinement, n'a pas été reprise à Paris. Oui, on devait la reprendre et puis elle n'a pas été reprise à cause du confinement. C'est certainement le souvenir, j'allais dire douloureux, non, le souvenir le plus poignant que j'ai de mes passages sur scène. Je suis seul pendant 1h30 et c'est l'histoire d'un professeur de littérature et qui, une quinzaine d'élèves qui ont 16 ou 17 ans, il ne peut plus les supporter parce qu'ils se comportent avec lui d'une façon épouvantable. Et un bon matin, il le dit d'ailleurs lui-même sur scène, un matin, j'en pouvais plus. Au lieu de sortir mon petit classique Larousse du misanthrope, j'ai sorti un pistolet mitrailleur et j'ai flingué tous mes élèves. Alors, on ne peut pas jouer ça aujourd'hui. Non. Et il raconte qu'il a flingué tous ses élèves et qu'il est condamné à aller tous les soirs sur une scène pour raconter ce qu'il a fait pour pas que ça recommence. Et le récit est
poignant, mais sensationnel, poignant. Je ne suis pas certain que je la rejouerai tellement ça a été dur. J'imagine. En tout cas, vous jouez les mercredis à 19h et les jeudis à 21h cette pièce sur le chanoine Kir et ça s'appelle L'habit ne fait pas le Kir. Voilà, au Théâtre des Deux Ânes. Au Théâtre des Deux Ânes, un théâtre que vous connaissez bien. J'encourage celles et ceux qui vous connaissent, qui nous connaissent et qui vous aiment d'aller la voir tout de suite et même immédiatement. Merci infiniment, cher Jacques. Merci Pierre Douglas. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.